Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, très heureux de vous accueillir ici à la Villa Hispanica, donc Cogny, Beaujolais-Pierre Doré, France, et d'accueillir dans cette journée d'études intitulée Aimer, du thème choisi cette année en culture générale pour les écoles qui préparent donc à HEC, aux autres études de commerce. Voilà, alors je me présente, Philippe Merlot-Morat. En fait, je suis professeur à l'Université Lumière Lyon 2, mais surtout président de cette institution qui a été créée il y a 2 ans et qui accueille donc les événements liés aux arts et à la culture pour la diffusion des arts et de la culture, notamment dans le domaine hispanique, essentiellement dans le domaine hispanique. Mais il est vrai que lorsque j'ai eu le contact de Christine Pires et d'Alain Joyeux, qui m'ont demandé s'il était possible d'accueillir des journées d'études ici à la Villa Hispanica sur le thème de aimer, bien sûr, c'était évident à plusieurs niveaux. Le premier parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une institution qui a vocation à accueillir les enseignants, les chercheurs, les étudiants. Nous avons eu des journées d'études, notamment de la Sorbonne, fin juin, début juillet, ici, et puis régulièrement diffusées aussi auprès du grand public. Alors maintenant, sous des formes hybrides, ce qu'on appelle hybride, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez du public ici, tout le monde a présenté son pass sanitaire, donc même espacé. Nous-mêmes, nous pouvons communiquer derrière, alors les personnes ne le voient pas, donc un grand plexiglas qui permet d'avoir une latitude de parole beaucoup plus aisée. Donc très très heureux de vous accueillir ici et très heureux aussi d'accueillir la PHEC. Tout simplement parce que je suis un ancien, non pas de HEC, mais un ancien de classe préparatoire. Je sais à quel point les étudiants que nous avons sont des étudiants friands de culture générale. Il n'y a pas que l'économie, même si l'économie est très importante. Il y a aussi tout ce qui va autour et c'est souvent la culture générale qui fait la différence au niveau des concours et même dans le reste de la vie. Donc très heureux d'accueillir Alain Joyeux. Merci d'être présent ici, de représenter bien sûr au plus haut niveau cette grande association. Et puis je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Bien, merci Philippe. On est tous ravis d'être ici. Merci de cette invitation. Merci à Christine Pires également et à mes collègues de la PHEC d'avoir participé à cette organisation dans ce lieu qui est absolument magique, merveilleux. L'intérêt de cette journée, je crois, c'est d'abord qu'elle montre la collaboration possible entre l'université et les classes préparatoires aux grandes écoles. Ça montre que l'université et les classes préparatoires s'aiment, peuvent s'aimer. C'est vrai qu'on les oppose souvent et pourtant on sait très bien que les professeurs de classes préparatoires, les professeurs d'université collaborent en permanence dans les jurys de concours, dans des publications collectives, voire même dans des travaux de recherche. Et cette journée, finalement, sert à rappeler cette coopération, cette synergie qui existe beaucoup en réalité entre les collègues. Alors, nous parlons de hybridation aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes, comme Philippe l'a rappelé, un cursus de classe préparatoire aux grandes écoles, qui est une appellation un peu réductrice parce qu'on a l'impression que finalement, pendant 2 ans, c'est une course au concours et puis que finalement, après, tout s'arrête et on passe à autre chose. Ça n'est absolument pas le cas. On fait en classe préparatoire de la philosophie, de la littérature, de la géopolitique, de l'économie, des langues, de la civilisation. C'est vrai qu'on a un système scolaire qui organise les enseignements en silos. Or, on sait très bien que nos jeunes, lorsqu'ils seront dans le milieu professionnel, vont aborder des problèmes complexes et qu'ils auront besoin de croiser les savoirs. Et c'est ce que nous essayons de faire en classe préparatoire. Croiser les savoirs, souvent nous disons, moi j'enseigne la géopolitique, je suis professeur de géopolitique en classe préparatoire ECG au lycée Joffre à Montpellier. Et c'est vrai qu'on dit souvent à nos élèves, utilisez en géopolitique vos connaissances de civilisation, utilisez vos connaissances de culture générale, et je sais que la réciproque est vraie. Et ça ne va pas de soi parce qu'on n'a pas cette tradition dans l'enseignement français. Donc, puisse cette journée organisée autour de l'hybridation langue et civilisation espagnole, culture générale, philosophique et littéraire, aider à faire progresser finalement ce décloisonnement des disciplines. Donc, merci à tous et très très bonne journée.
Parfait. Alors, nous allons commencer cette journée d'études par une conférence à deux voix de nos collègues de lettres et philosophie, Véronique Bonnet et Frédéric Bretéché, sur Aimer et ses représentations à l'épreuve du principe de réalité. Bien, bonjour à tous. Donc, Frédéric Bretéché, je suis professeur de culture générale à Nantes, au lycée externe à Chavagne, et je suis absolument ravi de partager la parole aujourd'hui avec Véronique Bonnet autour du thème de notre année, Aimer, et autour de la par avance que je ne suis pas du tout hispaniste et que naturellement, cette docte assemblée en saura beaucoup plus que moi sur le fait d'aimer en espagnol et d'aimer à l'espagnol. Moi, je ne m'approche des œuvres que sous le manteau de la traduction. Alors, je suis bien conscient, pour en avoir discuté avec Christine Pires, qui nous fera le bonheur de nous exposer tout à l'heure les différentes variations sur le même thème, T'-A-I-M-E. Donc, moi, je vais avancer donc sous le loup des mots, sous leurs effets de manche, autour d'une vie qui palpite, qui, chez le personnage de Cervantes, a le sang chaud et l'imagination bouillante, tout autant que sa douce et innée façon d'avancer dans la vie. Donc ce chevalier à la triste figure qui, depuis plus de 4 siècles, a imposé sa présence bien au-delà de la Manche natale. Il en est des livres comme des êtres. Certains entrent dans nos vies, imposent leur présence avec une évidence rare, tissent nos heures de rencontres qui font des histoires et qui font parfois les histoires d'une vie. Cette histoire, celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celle de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, dont le monde entier s'est emparé, comme l'écrit Lydie Salver dans la 15e et dernière partie de sa longue lettre qu'elle adresse en août 2021. Le livre est tout récent, à Monsieur de Cervantes, et je me permets de citer un passage pour mettre les choses en perspective d'emblée. Le monde entier, cher monsieur, s'est emparé de Don Quichotte et n'a cessé, depuis 4 siècles, de le célébrer et de couvrir d'éloges. Je suis infiniment heureuse de vous l'annoncer. Les romantiques ont vu en lui un rêveur aux yeux grands ouverts, un poète qui parlait la langue de l'âme, les réalistes la figure amusante et inoffensive de la déraison, les doctes l'occasion de doctifier sur le perfectivisme et n'importe quelle autre spéciosité pourvu qu'elle soit fastidieuse, les philosophes, Véronique m'excusera, et le prétexte de s'interroger sur l'inépuisable et béante question du mal, les rapports entre raison et folie, entre utopie et pragmatisme, entre individu et société, le linguiste matière à réfléchir sur le divorce entre les mots et les choses, les littérateurs, la lutte fratricide entre poésie incarnée par Don Quichotte et prose portée par Sancho, les freudiens, la toute-puissance du désir infantile, les amoureux de la liberté, leur flambeau, les homosexuels, un homosexuel, les rebelles, leur étendard, les idéalistes, leurs champions, les exilés, leur emblème. Et ensuite, elle cite toute une série d'auteurs qui ont été inspirés par Cervantes, Victor Hugo, qui classait parmi les génies les plus grands à côté d'Homère, de Dante, de Rabelais et de Shakespeare, Flaubert, qui savait le livre par cœur, Sainte-Beuve, qui l'appelait la Sainte Bible de l'humanité, Faulkner, qui lisait le Don Quichotte tous les ans, Camus, Aragon, Michel Foucault, etc. Et elle termine son ouvrage, c'est la dernière page, par ceci. Vous dire, cher monsieur, que Don Quichotte est notre frère rêveur en un monde brutal, notre frère insurgé en un monde avachi, notre frère indocile, rageur, intempestif, tumultueux, incandescent, et qui dit non, un non désespéré parfois, qui dit non à l'insupportable injustice comme à l'indifférence blasée ou au consentement mou de ce qui pourrait être un jour nous mener vers le cap du pire. Ce frère, cher monsieur, cette pure figure de fiction, cette pure figure poétique, nous est une présence chaque jour plus nécessaire et plus précieuse. Et c'est grâce aux brèches ouvertes par le Quichotte et les allumées de son espèce dans les murs qui nous cernent que notre monde reste encore vivable, encore désirable. Alors, j'aurais envie de dire encore aimable,
puisque c'est bien de cela que nous allons parler. Salver parle de frère. Effectivement, Don Quichotte, c'est un frère de mots, un frère de malheur, qui ne s'est pas contenté de traverser comme les plaines de la Manche les pages des auteurs ici convoqués dans le texte. Le personnage de Cervantes, accompagné de Sancho Panza, avec qui il forme une espèce de mythe, a également nourri l'imaginaire créatif de nombreux autres artistes dans de très nombreux arts, et a fini par s'imposer comme une figure récurrente de la peinture. Chez Daumier, chez Goya, chez Picasso, évidemment, et puis évidemment chez Dali, qui en 1957 est chargé par l'éditeur Joseph Fauré de réaliser des lithographies en forme d'illustration pour accompagner l'édition du roman. Ce que je vous propose donc dans la première partie de cette intervention, c'est de nous arrêter sur cette lithographie qui nous sert de support et qui nous permettra de remonter le cours du temps pour aller de Dali et de son apparition de Dulcinée au texte de Cervantes et dans ce chemin puiser à la source d'Aimé comme une épiphanie renversante. Alors, la lithographie qui est en fond d'écran, la lithographie se présente de la façon suivante. Donc, un cheval en plein élan, traversant l'image de son sabot arrière en bas à gauche, jusque presque toucher le bord droit du quart supérieur, enjambe dans sa course un homme nu, en bas à droite et sans visage, au sol, comme renversé et presque transpercé. Un homme, de dos, en figure centrale, chevauche l'animal en regardant à l'opposé de son cheval, ses bras ouverts, dessinant presque un quart gauche supérieur de l'œuvre. Et puis, dans ce quart gauche supérieur de l'œuvre, dessiné par les bras du personnage, une femme, dont on peut se dire qu'il s'agit de Dulcinée, évidemment, mais peut-être s'agit-il aussi, parce que la posture nous y fait penser, d'une représentation de gala, ou les deux en même temps. Une femme, donc, dont la teinte rouge, orangée, ocre, attire évidemment notre attention. Elle a les pieds posés sur quelques pierres dessinées, mais elle semble comme suspendue dans les airs. Et elle tient dans sa main gauche une couronne qu'elle semble tendre vers l'homme qui, lui, tend les bras, et lui tend les bras, comme s'il voulait, de sa main droite, décrocher la couronne, tout en embrassant l'apparition. Et puis en haut à droite, d'autres chevaux, d'autres courses, peut-être la même d'ailleurs, mais diffractées, un souvenir ou alors une imagination. Et puis des zones sombres, des taches d'encre noire qui forment une espèce de chaos qui semble n'attendre qu'une forme à donner à l'ensemble. Donc l'œuvre de Dali semble se composer à la croisée des diagonales, l'une de l'angle gauche inférieur à l'angle droit supérieur, qui isole dans un même geste le cheval dans sa course et l'homme à terre. Ils semblent se regarder sur un fond légèrement coloré, peut-être de la couleur de la terre de la Manche. Ils forment donc le monde d'en bas, qui serait le monde de la réalité, et au-dessus de cette diagonale, le buste de l'homme, dans un mouvement opposé à celui du cheval, qui se tend vers ce que le titre nomme l'apparition de Dulcinée. Ce serait le monde d'en haut, le monde de la surréalité, au-dessus de la réalité, le monde de la fiction et le monde de la création. L'autre diagonale qui part d'en haut à gauche vers le bas à droite, l'autre diagonale traverse Dulcinée, Don Quichotte et l'homme à terre, les réunissant dans une même ligne, une même trajectoire qui nous permet de poser une hypothèse sous forme de question. L'apparition de Dulcinée, qui apparaît donc dans l'ordre de lecture de gauche à droite, l'apparition de Dulcinée est peut-être la marque d'une chute ou d'une agonie du réel. Et si cette apparition est la mise en forme d'un amour idéalisé, cela signifie-t-il qu'aimer est, pour le réel, mortifère? Le trait de Dali semble confirmer cette piste de deux façons.
en donnant au bras gauche de Don Quichotte une couleur chair, donc réelle, proche de celle du sol, mais au bras droit, une simple esquisse, déjà fictive, qui est pourtant le bras tendu pour saisir la couronne. Un bras d'encre, celle d'un homme comme composé et décomposé entre sa réalité sensible et une réalité idéale. Puis l'autre façon, c'est que Dali a expérimenté une technique qui a consisté à utiliser, mais Véronique nous en parlera, je crois, qui a consisté à utiliser à la place d'un pinceau un pistolet à air comprimé qui projetait sur la pierre lithographique des billes d'encre dont on perçoit les impacts, les traces venant s'écraser sur le centre du bouclier de Don Quichotte. Donc l'art de Dulcinée porte en son titre une contradiction signifiante, une tension qui est également à l'œuvre dans le roman de Cervantes. Si l'être que l'on aime est nimbé de douceur jusqu'à lui en donner son nom, Dulcinée, sous le voile ocre de l'amour et du désir, il y a une violence à aimer. Une violence qui tient du surgissement renversant, de la projection éclatante, d'une épiphanie suspendue d'une autre réalité sur les décombres de ce qui était le réel, une promesse chaotique donc, et peut-être illusoire, d'une gloire à conquérir. Ainsi va aussi le personnage chevaleresque du roman de Cervantes et de l'apparition de Dulcinée, apparition tardive, puisque avant le tome 2 de Don Quichotte, en 1615, le premier tome apparaît 10 ans avant, Dulcinée n'est qu'un nom, sans incarnation pour notre célèbre Hidalgo, un mot qui fait corps et âme. Et l'on peut évidemment n'être qu'étonné de la puissance et de la violence de son amour, quand on songe que Don Quichotte n'a jamais réellement vu la dame qu'il s'est choisie. On peut ainsi lire dans le tome 2, je suis tombé amoureux seulement par ouï-dire et sur le renom de la beauté et de son esprit. L'apparition du doux amour de Don Quichotte n'a donc rien de racinien, pas de coup de foudre interdit par lequel le monde intérieur peut s'ébranler et transir et brûler, et celui qui l'entoure tomber en cendres comme dans la Médée de Sénèque. Non, pour Don Quichotte, la violence exaltée de cet amour, dont rend compte la lithographie de Dali, c'est d'abord généré par l'esprit du héros, et plus encore que par l'esprit, par des mots, une parole qui a le pouvoir de transformer le monde qui l'entoure et d'opérer un basculement de l'univers. Il suffit de dire, comme il suffit d'écrire et de peindre, et un monde advient, apparaît, épiphanique. Ainsi, Don Quichotte ne manque jamais de convoquer, par le pouvoir des mots, celle qu'il aime et qu'il n'a jamais vue qu'autrement que par les traits de son imagination puissante, l'invoquant même parmi des divinités agrestes, prise donc dans le chapitre 25 de la première partie, prise à partie comme témoin de cet amour qui éclaire comme une étoile sur son chemin, dit le texte, notre chevalier à la triste figure. Aimer, c'est donc convoquer l'autre, c'est-à-dire appeler la présence de l'autre avec la voix, VOX, ou alors avec une voix, VOIE, ouverte par un geste pictural. Ainsi s'entendent les chants d'amour qui enchantent le monde avec les accents les plus doux et les cris les plus déchirants, et qui font entendre, à qui sait les écouter et les percevoir, à en croire Platon dans le Phèdre, des notes comme autant de touches qui recomposent le monde et qui nous relient, ce dont je crois Philippe nous parlera un peu plus tard dans sa conférence. Ce chant, c'est celle des Muses chez Platon, qui, quand leur chant eut paru sur terre, c'est en 258 précis dans le Phèdre, certains hommes alors éprouvèrent un plaisir si bouleversant qu'ils oublièrent en chantant de manger et de boire, et moururent sans s'en apercevoir. Ainsi naquirent les cigales, que l'on entend sans doute ici à la Villa Hispanica, en été, lieu d'amour par excellence. On a souvent dit qu'il y avait de la folie chez notre chevalier, parce que son esprit et son imagination convoquent le monde et il le voit. Mais ce qu'il voit à ses yeux, c'est la vérité des choses, là où le commun des mortels ne perçoit que l'apparence. Nous évoquions Platon.
Mais Don Quichotte semble détenir ce pouvoir qui appartient aux sages, d'accéder à l'être des choses. Aimer, c'est naviguer au pays des idées, et étymologiquement, le mot idée renvoie à la vision. Donc le monde des idées, le monde des essences, dont Dulcinée porte les voiles essentiels qu'il tente de lever un à un, comme à l'aube d'une course rimbaldienne et illuminée. Aimer, pour Don Quichotte, c'est peut-être imaginer qu'il aime, mais imaginer, ce n'est pas inventer. Imaginer, c'est donner une image, c'est voir, c'est avoir une vision. Aimer, pour le héros de Cervantes, relève de la voyance, au sens où Rimbaud l'entend, et cela passe par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, pour citer la lettre dite du voyant à Georges Isambard. À la croisée de Cervantes et de Dali, s'esquissent donc des contours et des traits de ce que peut être aimé, en donnant à Dulcinée une réalité fantasmatique. Fantasma en grec, c'est l'apparition, et ça vient du verbe phaino, qui signifie apparaître, briller, qui donne le mot phénomène. Donc Dulcinée est une réalité fantasmatique, et cela relève du don chez Don Quichotte, qui semble donner à aimer les traits fous du fantasme d'aimer. Du fantasme d'aimer à l'amour fou des surréalistes comme Breton, Dali et Buñuel, qui doivent beaucoup à Cervantes, me semble-t-il. Alors, comme Frédéric a abondamment commenté la lithographie de Dali, celle de 57, destinée à illustrer le Don Quichotte de Miguel Cervantes, je vais revenir sur cette idée d'utiliser un pistolet à air jetant des billes d'encre qui éclatent sur la pierre, qui donne à cette lithographie un dynamisme inouï, projection mimétique de l'obsession de Don Quichotte à ne voir du monde que ce qu'il y installe fortement. En effet, si Dulcinée apparaît, quelle que soit la silhouette féminine rencontrée, une paysanne qui crible le blé par exemple, c'est que il y a en lui ce fantasme, et là je fais écho à ce que Frédéric disait à l'instant du phénomène, étant donné que se nourrir de romans médiévaux a fini par donner à Don Quichotte des schémas qui configurent purement et simplement l'espace. Je cite le texte de Cervantes. Mais comme tout ce que notre chevalier voyait, pensait ou imaginait, lui semblait reproduire ce qu'il avait vu dans les romans, dès qu'il vit cette auberge, il crut qu'il avait devant les yeux un château avec ses 4 tours et ses chapiteaux d'argent, sans oublier le pont-levis, les douves et autres accessoires qui accompagnent toujours la description des châteaux, Autrement dit, muni d'idées clés, il se trouve que notre chevalier errant va produire aussi bien le visage de l'aimé, aussi bien tout le contexte dans lequel cet aimé doit nécessairement se mouvoir. Autrement dit, il y a dans le texte qui nourrit l'imagination de Don Quichotte quelque chose comme une pierre philosophale qui transforme le fer en or, proche de ce que Stendhal décrira, qui s'appelle le processus de cristallisation, puisque dans ce processus décrit par Stendhal dans son De l'amour, dans le chapitre 2, une première cristallisation fait qu'un être auquel on trouve une qualité singulière, particulière, on va projeter toutes les autres et faire de cet être l'être parfait dont on est certain dans un premier temps
qu'il nous aime. Mais est-ce suffisant? Deuxième cristallisation, il va falloir se persuader qu'en effet, cet amour est réciproque. Et là, on va aller vers l'hyperbole, on va aller vers la folie de l'absolu, on va absolutiser l'être. Alors, je dirais qu'il y a quand même une différence, puisque chez Stendhal, on démultiplie les qualités, on monte en épingle, on transforme, on transfigure. Il y a bien une transmutation hyperbolique. Alors que je parlerai pour Cervantes d'un travail d'orfèvre, orfèvrerie. Il dit avoir en lui, dans son essence, une vocation à transformer le vil métal en or, comme ces alchimistes. Il se trouve que cette alchimie-là passe par le texte. Et en effet, dans l'une des professions de foi, à Sancho Panza, il se trouve qu'il se dit le dépositaire d'une vocation. Par exemple, dans le chapitre 20, et je lis le texte. « Apprends, Sancho, que le ciel m'a fait naître dans cet âge de fer pour redonner vie à ce que l'on appelle l'âge d'or. C'est à moi que sont réservés les pires dangers, les plus grands exploits, les plus hauts faits d'armes. C'est à moi, entends-tu, de ressusciter les chevaliers de la table ronde, les 12 pairs de France, les 9 chevaliers de la renommée. À moi de faire oublier les Bélianis, les Phébus, les Platires, les Tablans, les Tyrans, les Olivans et toute la troupe des illustres chevaliers errants du temps passé, en accomplissant dans la nôtre des actions si nobles et glorieuses qu'elles obscurciront leurs plus célèbres prouesses. Il faut faire la même chose et même mieux pour installer un âge d'or plus brillant qu'il n'était, si cela est possible. Et nous sommes donc ici dans ce que l'on appelle le fantasme qui va, quel que soit le support, attribuer des caractéristiques chevaleresques. Alors, quelques exemples de ces transmutations. Lorsque la nuit est là, il va y avoir, alors même que le jour se ferme, la certitude que le toboso, le lieu où la noble dame demeure, se trouve atteint. Et il est essentiel d'être dans le toboso. Pourquoi? Parce que rien dans cette vie ne rend plus braves les chevaliers errants que de se voir favorisés par leur dame. Et là, d'une certaine façon, tout est dit, puisque Dulcinée est comme la clé qui peut faire d'un chevalier errant celui qui, vertueusement, follement, va projeter, va transmuter par ces fantasmes dont le fil est comme déjà tissé par les textes dont l'imagination s'est nourrie. Et les transformations, dès lors, s'enchaînent. Une basse-cour devient une cour, tout court. Et alors que Sancho, l'incrédule, prétend qu'il s'agit d'une basse-cour, quoi? Tu t'es mis dans la tête que c'était là ou par là que tu avais vu cette fleur jamais dignement louée de gentillesse et de beauté? Ce ne pouvait être que des galeries et des corridors ou de vestibules de riches et somptueux palais. Ça ne pouvait être que des corridors, nécessairement. Et celui qui s'est mis dans la tête de transmuter le fer en or voit, lorsque Sancho se met dans la tête des représentations adverses aux siennes, c'est-à-dire conformes au réel, il voit en lui un entêtement jeté par le sort de quelque enchanteur malfaisant. Oh, que tu te rappelles mal, Sancho, ces vers de notre poète, où il nous dépeint les ouvrages délicats que faisaient dans leur séjour de cristal
ces 4 nymphes qui sortirent de la tête des ondes du sage. Sancho est régulièrement rappelé à l'ordre. Pourquoi? Parce que prétendant voir ce qu'il voit, alors que Don Quichotte voit ce qu'il pense, il est en effet le témoin à persuader, à retourner et à gagner à ses fantasmes. Et lorsque Dulcinée est peinte par Sancho en paysanne, alors en effet, c'est un nouveau coup jeté par les enchanteurs qui vont même jusqu'à donner à Dulcinée une haleine d'ail. Et là, vraiment, les enchanteurs exagèrent. En effet, si ils ont changé les perles des yeux de la dame en méchantes noix de chêne, ses cheveux d'or pur en poils de vache rousse, et finalement tous ces traits de charmant en horrible, ils ont osé aussi toucher à son odeur. Aucun démenti donc, aucun démenti du dehors n'est possible, puisque le fantasme a réponse à tout. Et je pense qu'à ce moment-là de notre conférence, nous pouvons, je pense, Frédéric, nous référer à Henri Bergson, qui, dans le rire, analyse cette inversion très spécifique que l'on trouve dans le Don Quichotte. Voici maintenant Don Quichotte qui part en guerre. Il a lu dans ses romans que le chevalier rencontre des géants ennemis sur son chemin, donc il lui faut un géant. Don Quichotte verra donc des géants. Là où nous voyons des moulins à vent, cela est comique, cela est absurde. Mais est-ce une absurdité quelconque? C'est une inversion toute spéciale du sens commun. Elle consiste à prétendre modeler les choses sur une idée qu'on a et non pas ces idées sur les choses. Elle consiste à voir devant soi ce qu'on pense au lieu de penser ce qu'on voit. Telle est l'épiphanie renversante dont parlait Frédéric. Et il se trouve que Sartre, faisant écho à ce texte de Bergson, dans l'imaginaire, et ceci me semble-t-il est très important pour vous, étudiants qui nous écoutez, puisqu'il ne s'agirait pas de faire de l'imagination nécessairement quelque chose qui donne un élan créateur, quelque chose qui fait vivre, quelque chose qui permet de broder dans le monde des propositions merveilleuses. Il se trouve que l'imagination peut appauvrir. En effet, si au lieu d'affronter le réel, si au lieu d'affronter le contenu et la forme du réel, on est dans le fantasme, c'est alors que le schizophrène, quel est le terme qu'utilise Sartre, imagine tant de scènes amoureuses, ce n'est pas seulement parce que son amour réel a été déçu, mais avant tout parce qu'il est incapable d'aimer. Ce que sans doute nous apercevrons en toute fin de cet exposé, dans cet obscur objet du désir de Buñuel. Alors je vais en venir, puisque j'ai dit de ce fantasme projeté comme ces billes d'acier qui contiennent de l'encre, comme j'ai dit qu'elles avaient beaucoup inspiré les surréalistes. Je vais donc essayer maintenant de montrer que chez les surréalistes, l'amour fou, c'est le titre d'un roman d'André Breton de 1937, fait intervenir les mêmes projections fantasmatiques, très exactement, puisque l'expression débridée qui va surgir par l'écriture automatique, par le cadavre exquis, par tous les jeux surréalistes, se donne pour ordre
de ne pas se laisser impressionner par le réel, mais sans doute de se substituer à lui. Lorsque Breton, dans le dernier roman de la trilogie Les vases communicants, L'amour fou, Nadja, dit à la fin de Nadja à sa fille « Je vous souhaite d'être follement aimée », que dit-il en réalité? Il l'invite d'une certaine façon à une existence picaresque, à une existence générée par un abandon, à une intériorité qui manifeste ses graphes, ses lacets dans l'extériorité. Et si on lit donc ces déambulations qui sont si proches de celles de Don Quichotte dans le Nadja, puisque le narrateur se met à suivre Nadja. Nadja ne sait pas non plus où elle va, mais elle y va, puisque ce sont les images que son imagination projette qui, d'une certaine façon, guident ses pas. Il y a donc une forme d'élan que l'on peut retrouver, par exemple, dans le chien andalou. Un chien andalou et une collaboration entre Buñuel et Dali. Et il s'agit, dans cette œuvre, ils se sont mis à jouer, comme les surréalistes, au cadavre exquis à partir de 2 rêves qu'ils avaient faits. Il se trouve que Buñuel avait rêvé d'un nuage coupant la lune et d'un œil coupé avec du rasoir. Et il se trouve que Dali avait rêvé d'une main avec des fourmis. Et donc, jouant au cadavre exquis, en s'interdisant toute censure du point de vue du principe de la réalité, est généré ce film très puissant dans lequel des pulsions, au gré d'associations d'idées, génèrent des images associées à d'autres images, les fantasmes d'un couple finissant par les ensevelir, à les faire mourir, les yeux brûlés sur une plage. Scandale qui sera plus fort encore avec la seconde œuvre, commandée par les Noailles, descendants de Sade, donc à Buñuel et à Dali. Je cite Dali: « Mon idée générale, en écrivant avec Buñuel le scénario de L'Âge d'or, a été de présenter la ligne droite et pure de conduite d'un être qui poursuit l'amour à travers les ignobles idéaux humanitaires patriotiques et autres misérables mécanismes de la réalité. Poursuivre l'amour, quels que soient les misérables mécanismes de la réalité. » Alors, L'Âge d'or est un scandale plus fort encore. Il est projeté en 1930 et il se trouve que très vite, le cinéma est saccagé, que les œuvres surréalistes exposées, Ernst, Tanguy, Man Ray, bien sûr Dali, vandalisées. Le film est interdit pendant 50 ans. Il peut être projeté à nouveau en 81. Aimer créer, aimer les tableaux, les films, les livres, amène-t-il à faire d'aimer simplement une projection au-delà du réel et contre le réel. Alors je pense que Frédéric, tu vas nous parler de ce que signifie écrire, c'est-à-dire donner et lire, donner un corps réel à un réel qui n'a pas lieu. Alors, donner effectivement un corps réel à un réel qui n'a pas lieu, c'est un peu l'ambition de la littérature et de l'art. Et revenons à Don Quichotte. Don Quichotte aime Dulcinée du Toboso, la princesse souveraine de son cœur. Qui est-elle? Mais elle n'est qu'une invention sémantique qui n'a rien à voir avec cette jeune paysanne fort avenante
dont il a été quelque temps amoureux, mais qui, note le narrateur au chapitre 1er, selon toute apparence, n'en avait jamais rien su et ne s'était jamais soucié de cela. Cette demoiselle, nommée Aldonza Lorenzo, devient la dame de ses pensées, voulant pour elle un nom qui ne fût pas indigne du sien, il annonça la princesse ou la grande dame et l'appela Dulcinée du Toboso, car elle était native de ce village. Et ce nom lui parut tout aussi harmonieux, dit Cervantes, singulier et significatif, que ceux qu'il avait trouvés pour lui-même et pour son cheval. Dans ce passage, nous pouvons tirer deux remarques. La première occupera ma dernière intervention autour de l'idée que aimer pour Don Quichotte, c'est d'abord aimer lire. C'est tenter d'aimanter la littérature au réel et le réel à la littérature. Il y a donc en cela de la folie en lui, comme il y en aura plus tard au XIXe siècle chez Emma Bovary, qui a en elle quelque chose de Don Quichotte. La seconde remarque découle de la première. Nommer, c'est donner une forme. Et donner un nom à celle qu'il aime, c'est lui donner un corps par le pouvoir magique du verbe. On pourrait songer à Dieu qui se fait verbe et par le verbe crée le monde, mais Dieu le fait ex nihilo. Nous sommes avec Don Quichotte plus volontiers du côté du dieu démiurge du Timée de Platon, qui dit ceci en 29c. Ayant donc réfléchi, parlant du dieu démiurge, il s'est aperçu que des choses visibles par leur nature ne pourraient jamais sortir un tout dépourvu d'intelligence qui fût plus beau qu'un tout intelligent. Et en outre, par l'intellect, ne peut naître en nulle chose, ni si on le sépare de l'âme. En vertu de ces réflexions, c'est après avoir mis l'intellect dans l'âme et l'âme dans le corps que fut façonné le monde, afin de faire une œuvre qui fût par nature la plus belle et la meilleure. En nommant Dulcinée, Don Quichotte lui donne ainsi un corps et en fait une œuvre, par nature, la plus belle et la meilleure. Dire que l'on aime, c'est ainsi donner au sentiment une forme de vérité et la vérité de sa forme qui devient ainsi aimable. Telle semble être la puissance du verbe aimer, et pas seulement de l'éros à qui Platon consacre le banquet. Nommer Éros et lui donner un corps en action par le verbe aimer, c'est ainsi redoubler, démultiplier son pouvoir de médiateur, pour reprendre l'expression de Yankelevitch dans le traité des vertus, dans la partie les vertus et l'amour, où Yankelevitch rappelle l'état de vagabondage, exactement comme Don Quichotte, un état de vagabondage d'Éros, vivant dans le provisoire, et Yankelevitch souligne qu'Éros incarne, pour ainsi dire, la philosophie de l'amant, par opposition à la philosophie de l'aimé, et tandis que cette dernière correspond au dogmatisme statique et l'objet beau, c'est-à-dire Dulcinée, la première se résume dans le dynamisme et de l'embellissement, le dynamisme de l'embellissement. Aimer, c'est donc être absorbé dans la féconde besogne d'engendrement, dit Yankelevitch, dans laquelle l'amant s'oublie extatiquement dans une visée intentionnelle de l'aimer. Si l'aimé est beauté-objet, l'amant, lui, est laideur et puissance, puissance laideur, laideur insatisfaite, dialectique, synthétique, socratique, et je cite à nouveau Yankelevitch. Et puis, dernier mot de Yankelevitch, cette puissance informe est en elle-même créatrice de forme. L'informe, aimant l'aimer, engendre la forme amoureuse. Toutes les aventures de Don Quichotte reposent sur cette même dynamique créatrice par le verbe. Dès que le réel apparaît pauvre, insuffisant, confus, obscur, ou dès que le réel manque à l'appel de l'idéal nourri par les romans de chevalerie dont Don Quichotte s'est abreuvé, notre fameux Hidalgo, par le verbe, les transforme en signes, dans le transfert de signification qui n'est possible que parce que Don Quichotte tisse une identité remarquable, comme une vérité absolue, entre réel et irréel, entre réalité, c'est-à-dire l'ensemble des choses telles qu'elles sont, et la fiction, c'est-à-dire l'ensemble des choses
telles qu'elles ont été faites, qui est à la fois une marque de la faiblesse de l'esprit humain, mais aussi de sa puissance. Car il s'agit bien de cela pour Don Quichotte. Un jour, un homme à la cinquantaine bien tassée décide de vivre sa vie, faite d'exploits, de gloire et d'amour, à la conquête d'un réel composé à partir de ses lectures. Dulcinée, la dame sans pareille du chevalier, participe de cette conquête en devenant un personnage incarnant en réalité tous les personnages que Don Quichotte a lus. Dulcinée est multiple, mais il lui donne un corps, certes de papier, un corps, comment dire, comme une forme, mais une forme dense, une forme, une construction issue de tous les impossibles de la fiction. Ce qui fait Don Quichotte, c'est exactement ce que fait Don Quichotte, et Cervantes nous en tisse l'histoire, c'est de donner un corps devenu réel par la force des mots. Un corps à une absente, comme la fleur de Mallarmé, l'absente de tout bouquet, un personnage par essence poétique qui n'existe que dans la fiction, mais qui est le moteur d'action sur le réel. Michel Foucault s'est à ce propos penché sur le cas de Don Quichotte, Véronique nous en parlera, je crois, au début du chapitre 3 des Mots et les choses intitulé « Représenter ». Il fait de Don Quichotte l'incarnation d'une entreprise insensée, de faire correspondre les mots et les choses, d'y voir une analogie sans cesse démentie par la réalité sur laquelle semble buter Don Quichotte, et parfois violemment, le comique naissant de ces scènes demeurées célèbres, comme celle des Moulins, suffisant à décrédibiliser une telle entreprise désormais vaine de la connaissance du monde par analogie. Il faut pourtant s'arrêter sur un passage intéressant du chapitre 10 de la seconde partie de Don Quichotte. Alors, je me permets ici d'en donner les éléments essentiels, parce que malgré la saveur et l'intérêt du texte, ce serait vraiment trop long à lire. Mais de quoi est-il question? Don Quichotte a envoyé Sancho Panza à El Toboso pour retrouver Dulcinée et lui annoncer la venue du preux chevalier transi d'amour. Le problème, c'est que Sancho Panza ne sait pas trop comment satisfaire la demande de son maître, puisque la dame n'existe que dans son imagination et par les mots qu'il a tissés. Pourtant, Sancho, voyant sortir 3 paysannes montées sur des ânes, pousse Don Quichotte à les rencontrer, comptant sur ce que Foucault appellerait la folie de l'analogie, pour que son maître, contraignant le réel par la seule volonté de son style de regard, parce que l'expression est empruntée à Flaubert, pose sur les choses, donc qu'il pose sur les choses, il voit apparaître Dulcinée après la description éclatante que Sancho a faite à son maître. Or, Don Quichotte, pour une fois, ne voit rien d'autre que 3 paysannes sur des ânes. Sancho va sauver la situation en prétextant que Dulcinée a subi un enchantement, à nouveau question d'enchantement, qu'elle a été changée en paysanne et qu'il s'agira désormais de rompre l'enchantement pour retrouver la véritable Dulcinée. Alors, je passe sur l'analyse en détail de ce texte, pourtant intéressant de Cervantes, que l'on pourrait lire comme Auerbach dans Mimesis, comme une farce, et celle-ci est des plus comiques, dit-il, avec la chute de Dulcinée, son relèvement, sa remise en selle, alors que Don Quichotte tente de l'aider, et voilà ce que dit le texte. Don Quichotte voulut relever et prendre entre ses bras la dame enchantée pour la poser sur l'ânesse, mais la belle dame, en se remettant sur pied, l'ôta de cette peine. Car, s'étant un peu reculée, elle prit son élan, mit les mains sur la croupe de la bête, et se trouva en même temps avec son corps plus léger qu'un faucon qui le bat, et à califourchon, de même que si elle eût été un homme. Ce qui est ici particulièrement intéressant, c'est que jusqu'alors Don Quichotte voyait le monde et les événements ordinaires de sa vie ordinaire par le prisme de la lecture des romans de chevalerie, qui lui avaient appris à aimer la vie, alors que Sancho, ancré lui dans le réel, venait contredire les inquiétants agissements de son maître. Or, dans ce passage, il se passe exactement l'inverse.
C'est Sancho qui se fait improvisateur d'une scène romanesque pour la soumettre à son maître et soutenir l'illusion. L'intérêt du passage est double. Le coup de génie fonctionne. Et malgré la réalité qui aurait pu virer au tragique, Don Quichotte ne croit absolument pas en la fable de Sancho, qui serait un mauvais inventeur, un mauvais magicien des mots. Don Quichotte voit en la laide villageoise sa Dulcinée ensorcelée par un enchantement à l'occasion de leur première rencontre. Sancho a proposé à son maître une grille de lecture empruntée au roman qu'aime lire Don Quichotte et qui prend le réel, pour faux et le faux pour vrai et rend ainsi le réel aimable. Et de fait, le sentiment de Don Quichotte est pur et vrai. Et c'est bien son amour de la littérature qui a nourri sincèrement son amour pour Dulcinée. Parce qu'après tout, il y a de la grandeur à aimer comme aime Don Quichotte. Grandeur absurde, aberrante, grotesque, dit Auerbach, mais néanmoins idéale, absolue, héroïque, proposant une représentation devenue tout de même, depuis le romantisme, presque universelle. Aimer, c'est aimer comme Don Quichotte, de façon absolue. Le deuxième intérêt, c'est que la capacité dont a fait preuve Sancho de prendre les désirs de son maître pour en faire une réalité que Don Quichotte attendait, eh bien, il l'a développée au contact de son maître, qu'il aime et qu'il vénère, bien qu'il soit conscient de la folie de son maître. On peut bien parler d'un rapport d'amitié sincère, et non pas seulement de maître à valet entre les deux hommes. Un rapport d'amitié au sens où Aristote l'entend dans son Éthique à Nicomaque, amitié qui s'affirme en acte, mais aussi en parole. On lit ainsi ceci: il n'a aucune maladie, c'est ce que Sancho dit de son maître, il n'a aucune malice, pas maladie, aucune malice. Un enfant lui ferait croire qu'il fait nuit en plein midi, et c'est pour cette naïveté que je l'aime de toutes les fibres de mon cœur. Et je ne puis me résoudre à le quitter, quelles que soient ses extravagances. Ainsi, aimer lire, aimer les fictions, aimer les contes et les fables, c'est s'en remettre au pouvoir des mots, et cela conduit certes Don Quichotte à aimer un réel qui n'a pas lieu, et à ne jamais rencontrer l'amour réel de Dulcinée, qui n'existe nulle part ailleurs que dans sa folle imagination, sauf que cette rencontre réelle, longtemps différée, a bien lieu sous l'effet de l'élan créateur de Sancho, qui, par un amour réel de son maître, s'est plu à composer une fiction, un conte, une fable, qui rencontre une réalité, mais non pas sans doute la réalité. Ainsi, dans le triangle Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, se tisse un imaginaire d'aimer à travers les livres, ceux que lit Don Quichotte, celui qu'écrit Cervantes et que nous lisons, cet imaginaire qui pose la question de savoir s'il peut se confronter au réel ou seulement le reformuler. Et la question là que tu poses, Frédéric, est la question de savoir si aimer enferme, est-ce qu'aimer c'est s'enfermer dans un fantasme répétitif? Est-ce que l'imaginaire d'aimer est clos sur lui-même? Ou est-ce que aimer permet de s'échapper, permet d'éviter de ressasser, ou reste toujours dans l'ornière du fantasme? Pour revenir à Michel Foucault, et notamment au chapitre 3 des mots et des choses, qui s'appelle Représenter, il y a bien l'hypothèse que la folie de Don Quichotte n'est pas de se prendre pour un chevalier errant, mais la folie de Don Quichotte est de ne se prendre que pour un chevalier errant, puisque l'imagination, là, est une imagination qui, progressivement, étouffe, enferme, nie celui-même qui projette ses fantasmes. Je lis très brièvement Foucault. Don Quichotte n'est pas l'homme de l'extravagance, mais plutôt le pèlerin méticuleux qui fait étape
devant toutes les marques de la similitude, il est le héros du même, pas plus que de son étroite province, il ne parvient à s'éloigner de la plaine familière qui s'étale autour de l'analogue. Et peut-être faudrait-il opposer l'errance close de Don Quichotte, le personnage, à l'aventure littéraire de Cervantes. Et donc je vais m'employer ici à dissocier, comme l'a fait un philosophe qui s'appelle Jankélévitch, une errance qui ne fait que du surplace et une aventure qui consiste à ouvrir une parenthèse, avoir le courage d'ouvrir une parenthèse pour s'échapper. Alors j'ai fait référence à un texte de Jankélévitch, plus particulièrement à ce qu'il dit de l'aventure amoureuse. C'est dans un ouvrage de 63 intitulé « L'aventure, l'ennui, le sérieux ». J'y insiste, je pense que c'est une piste importante pour vous cette année, puisque dans ce travail sur l'aventure amoureuse est bien opposée une errance qui serait simplement entêtée, qui serait persistante, qui serait aveugle et sourde au réel, à une aventure qui accepte de se faire surprendre, qui accepte d'ouvrir quelque chose qui n'était pas. Alors voilà ce que dit Jankélévitch à propos déjà de l'aventure. Quand on dit l'aventure tout court, l'aventure purement et simplement, l'aventure absolument, tout le monde a compris qu'il s'agit de l'aventure par excellence, l'aventure du cœur, l'aventure amoureuse. C'est le cas de l'homme dont nous disons au passé, il a eu des aventures. De l'amour maintenant, qu'allons-nous dire? L'homme est-il dedans ou dehors? Et cette opposition entre le dedans, on a vu que le fantasme de Don Quichotte, l'enfermé en lui-même, était une forme d'emmurement, était une forme de dessèchement. On va voir peut-être que chez l'auteur, qui, comme l'a dit Frédéric, se lance, pose quelque chose qui n'était pas. Il y a comme l'ouverture d'une parenthèse enchantée dans un aimer écrire de Cervantes, alors que sans doute aimer Dulcinée était seulement une errance et pas une aventure. Alors pour vous dire par exemple quel type de repère est très fondamental pour vous dans ce travail sur aimer, voici une métaphore qui, je crois, est très éclairante. L'aventure amoureuse est une enclave dans le sérieux prosaïque de la quotidienneté, comme la principauté de Monaco, avec son casino, ses zouaves et ses palmiers, est une enclave dans le département des Alpes-Maritimes. Donc ceci est du Jankélévitch. L'aventure amoureuse est comme l'île joyeuse, une parenthèse qui reste sans rapport avec l'ensemble de la vie. Et donc l'aventure d'aimer est une île, alors que l'errance monotone, générée par le fantasme, est seulement un continent et jamais une île. Et on peut repérer dans le cinéma de Buñuel, je vais à nouveau de Cervantes à Buñuel, cet écart entre l'inventivité du cinéaste Buñuel et les errances de ces personnages qui sont condamnés, alors on pourrait dire condamnés à mort par leur vie même, puisqu'ils sont simplement dans la répétition. Alors je me référais, sans du tout entrer dedans, le temps nous est compté, à 3 films que je vous recommande de Buñuel. Le premier est un des films mexicains de Buñuel, ça s'appelle Une femme sans amour. Et c'est l'adaptation par Buñuel de Pierre et Jean de Maupassant,
cette femme sans amour est étouffée par les représentations patriarcales, par le caractère très protecteur de son époux, qu'on va retrouver dans d'autres films de Buñuel. Elle est fermée, enfermée dans une conjugalité sans amour, et il se trouve qu'elle va ouvrir une parenthèse qu'elle devra refermer, puisque, attendant un enfant et ne pouvant laisser seul ses enfants, elle laissera partir l'amant. Parenthèse qui est bien de l'ordre, non pas d'une errance, mais d'une aventure, étant donné que le réel a été pris en compte, étant donné qu'il lançait un appel que la femme sans amour a entendu. Alors bien sûr, comment ne pas citer aussi bien la Voie lactée. La Voie lactée prend la thématique du pèlerinage de Compostelle, puisque Compostelle, donc c'est le champ où il y a les étoiles. Et dans cette Voie lactée, Buñuel déforme aussi bien spatialement que temporellement ce qui devrait être un pèlerinage, c'est-à-dire un cheminement sans surprise aucun, relevant de la foi, du début à la fin. Mais il se trouve que les pèlerins en question sont des voleurs qui essaient de dérober des pèlerins, et les voleurs restent des voleurs, et les pèlerins restent des pèlerins, et les aveugles restent des aveugles dans ce film. Enfin, dans le fantôme de la liberté, qui est une œuvre extrêmement forte, Buñuel montre l'écart entre des pulsions, qui restent des pulsions, et l'autonomie de lui, metteur en scène, qui est capable, avec des pulsions qui relèvent du pareil au même, de fabriquer de l'autre, de fabriquer de l'inédit et de l'inouï. Et donc le spectateur se voit, lui, offrir des parenthèses, alors que les personnages sont prisonniers de leurs attentes. Le neveu qui veut coucher avec sa tante va se persuader, exactement comme Don Quichotte, que sa tante a un corps de jeune fille, ce que représente le cinéaste. Et à la fin du fantôme de la liberté, c'est une autruche qui regarde, comme pour suggérer que tous les personnages de ce film ne font pas autre chose que de se mettre la tête dans le sable, sans jamais y voir quoi que ce soit. Et donc, si le fantasme est une errance, la fiction est une aventure. Ce que je crois que tu vas montrer maintenant, Frédéric. Chapitre 1. Il faut savoir que ce gentilhomme passait ses heures d'oisiveté, c'est-à-dire le plus clair de son temps, plongé avec ravissement dans la lecture de romans de chevalerie, au point qu'il en oublia presque l'exercice de la chasse et l'administration de son bien. Pour satisfaire cette avidité extravagante, il finit même par vendre plusieurs arpents de bonne terre et s'acheta autant de romans qu'il put en trouver. Il est ensuite question dans le texte de la bibliothèque débordant d'ouvrages dont il fait ses délices. Il admirait surtout les déclarations d'amour et les lettres de défi. Cervantes indique encore comment Don Quichotte perdit la tête à démêler intrigues et discours, y passant des nuits entières avec acharnement, ses nuits et ses jours, du soir jusqu'au matin et du matin jusqu'au soir. Gustave Doré ou Bernard Buffet ont contribué à inscrire l'image de Don Quichotte, ne faisant qu'un avec sa bibliothèque, immergé au milieu de ses livres et comme irrépressiblement attiré et absorbé par eux, comme par une force magnétique puissante, tout autant que délicieuse, au point de le ravir, de le réjouir et de l'extraire de toute autre réalité que celle de ses lectures venues se substituer au réel. Si nous retrouvons là des éléments que nous avons déjà évoqués, il nous faut bien remarquer que la force d'attraction que représentent les livres, la littérature, dans une soif permanente, comme un manque, qui est marque de désir, si l'on en croit Platon dans le Banquet, fait adopter à Don Quichotte l'attitude de celui qui aime. Aimer, en effet, semble s'imposer comme une force,
capable d'aimanter l'autre à soi et soi-même à l'autre, dans un jeu de renversement, de bouleversement, qui est la conséquence de la force d'attraction qu'est aimer. Bien que le participe présent du verbe aimer, aimant, n'ait absolument rien à voir avec l'étymologie de l'aimant magnétique, qui vient de adamas en grec, qui signifie dur, résistant, indomptable, la superposition des deux homographes dit malgré tout quelque chose. Qu'il s'agisse d'aimer ou d'aimanter, est à l'œuvre une force d'attraction qui appelle une fréquentation assidue qui, lorsqu'elle est brisée, ne peut qu'engendrer déstabilisation, souffrance, et est la marque, comme l'explique Platon dans le Banquet, selon la formule encore d'Aristote, d'un renversement du monde, à moins que, selon toujours Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, les deux êtres se rapprochent, et ainsi naît l'amitié véritable qui exige dans sa dimension concrète une vie commune qui accompagne le déroulement de l'existence afin de développer un lien, afin de l'approfondir, ce qui demande du temps sans doute, qui est celui que Don Quichotte consacre à la fréquentation de ses romans. La littérature entière dit assez la force qui aimante les amants, contre toute raison parfois, tant il est vrai que, pour reprendre Pascal dans fameuse pensée et preuve par le discours, que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. L'isolement de Don Quichotte dans sa bibliothèque semble insensé aux yeux des autres et relève même de la folie, mais cet homme heureux l'est parce qu'il aime lire. Et par les romans qu'il lit, il aime, et comme les gens qui s'aiment, nous dit William Scheller, il a un monde à lui, comme ils ont un monde à eux, que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. C'est là sans doute que le bas blesse, pour Don Quichotte, qui construit le réel à l'épreuve de ses lectures, qu'il élève en modèle, en canon, qui sont autant de prismes à travers lesquels il recrée un monde conforme exactement à ce qu'il a lu. Cette permanence a la force de l'aimant qui, aux yeux des autres, peut donner le sentiment que Don Quichotte a perdu le nord, ou qu'il est totalement à l'ouest, malade comme peut l'être celui qui aime. À ce titre, il y a du Don Quichotte dans le Swann de Proust. Chez lui aussi, l'imagination, travaillée par sa culture artistique, a le pouvoir d'embellir et de superposer à la figure d'Odette de Crécy le personnage envoûtant de Séphora des Épreuves de Moïse de Botticelli, dans une illusion obsédante que Swann entretiendra jusqu'au mariage, avant de s'écrier à la toute fin du roman « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » La réalité, quand elle finit par s'imposer, est nécessairement déceptive chez Proust et est un manque d'être chez lui encore, comme il manque de l'être chez Cervantes, à moins que la fiction romanesque ne vienne le sauver, comme nous l'évoquions tout à l'heure au moment où Sancho invente une fiction pour Don Quichotte. Le rapprochement du personnage de Cervantes et celui d'un amour de Swann, de Proust, nous pousse à formuler cette hypothèse que Proust développe dans un texte intitulé « Sur la lecture ». Et s'il n'était pas de plus belle amitié que celle de la lecture? Et si aimer ne trouvait sa vérité profonde que dans ce lien puissant qui nous attache à un livre? Et si lire était ce par quoi aimer est le lien le plus permanent, sachant que léguer signifie cueillir, choisir, organiser, puis dire, et que lire vient de ligare, qui signifie attacher et lier. Donc si Don Quichotte était moins un livre sur la folie de l'analogie et de l'imagination qu'un grand livre d'amour adressé au pouvoir de la littérature de recueillir et de dire en nous ce qui manque au monde. Alors, je vais me permettre de lire un passage, malgré tout, parce qu'on ne peut pas passer du temps sans lire Proust, ça va de soi. Sans doute, l'amitié qui a égard aux individus est une chose frivole
et la lecture est une amitié. Mais du moins, c'est une amitié sincère. Et le fait qu'elle s'adresse à un mort, à un absent, lui donne quelque chose de désintéressé, de presque touchant. C'est de plus une amitié débarrassée de tout ce qui fait la laideur des autres. Comme nous sommes tous, nous les vivants, que des morts qui ne sommes pas encore entrés en fonction, toutes ces politesses, toutes ces salutations dans le vestibule que nous appelons déférence, gratitude, dévouement, où nous mêlons tant de mensonges, sont stériles et fatigantes. De plus, dès que les premières relations de sympathie, d'admiration, de reconnaissance, les premières paroles que nous prononçons, les premières lettres que nous écrivons tissent autour de nous les premiers fils d'une toile, d'habitude, d'une véritable manière d'être, où nous ne pouvons plus nous débarrasser dans les amitiés suivantes, sans compter que, cependant, les paroles excessives que nous avons prononcées restent comme des lettres de change que nous devons payer ou que nous paierons plus cher encore durant notre vie. Dans la lecture, l'amitié est soudain ramenée à sa pureté première. Avec les livres, pas d'amabilité. Ces amis-là, nous passons la soirée avec eux, et si nous le faisons, c'est vraiment que nous en avons envie. Eux, du moins, nous ne les quittons souvent qu'à regret. Et quand nous les avons quittés, aucune de ces pensées ne gâte l'amitié. Qu'ont-ils pensé de nous? N'avons-nous pas manqué de tact? Avons-nous plu? Et la peur d'être oubliés pour tel autre. Toutes ces agitations que l'amitié expire au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture. Pas de déférence non plus, nous ne rions de ce que dit Molière que dans l'exacte mesure où nous le trouvons drôle, et quand il nous ennuie, nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé, et quand nous en avons décidément assez d'être avec lui, nous le remettons à sa place, brusquement, comme s'il n'avait ni génie ni célébrité. L'atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus pur que la parole, car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Aussi le silence ne porte pas, comme la parole, la trace de nos défauts, de nos grimaces. Il est pur, il est une atmosphère. Entre la pensée de l'auteur et la nôtre, il n'interpose pas ces éléments irréductibles, réfractaires à la pensée de nos égoïsmes différents. Donc, sans doute aux yeux de la plupart des gens, de telles lignes peuvent étonner, voire choquer évidemment, de voir l'amitié entre individus comme dévalorisée au profit d'une amitié rendue pure, qui est celle entre le lecteur et son livre. Pourtant, abstraction faite de l'objet singulier de cette amitié qu'est le texte, le propos de Proust n'est finalement pas si éloigné de ceux qu'Aristote expose lorsqu'au livre 8 de l'Éthique à Nicomède, il affirme que l'amitié est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Il y a bien une amitié à l'œuvre chez Proust, ce que nous confirme Jean-Yves Stadier dans Proust et ses amis, quand il nous dit « La véritable amie, la grande amie de Proust, c'est son œuvre. » Puis la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, dit Proust. La seule vie par conséquent vécue, c'est la littérature. Aimer lire, c'est en ce sens aimer la vie, car lire, et c'est ainsi le cas de Don Quichotte, guérit de tout, de la vie, de l'amour, de la réalité, des déceptions de la réalité et de l'amour. Mais lire, c'est aussi apprendre à aimer la vie, et en faisant de la vie une œuvre d'art. C'est en cela aussi que Don Quichotte est une grande œuvre d'art, un grand roman, et Cervantes un grand romancier, pour reprendre l'expression de Nabokov, qui consacre à Don Quichotte un volume de ses lectures, donc littérature. Car il y a à la fois et en écho du conteur, du pédagogue et du magicien chez Cervantes, qui semble égarer, comme le sont souvent les premiers pas amoureux, le lecteur en un étrange labyrinthe où les choses fantasmées sont les mêmes que celles que nous renvoie la réalité, et pour autant sont tout autres et étrangères. Le lecteur moderne, égaré en un monde qui lui est étranger, semble balloté dans une structure qui souvent lui échappe, où prolifèrent des récits secondaires intercalés. Il est vrai que la structure du Don Quichotte est loin d'être évidente. Comme si le personnage de Don Quichotte avait brouillé les dessins de Cervantes, l'avait contaminé par sa folie, dont la composition semble se faire l'écho. Don Quichotte a aimanté Cervantes. Et exactement comme le banquet d'ailleurs de Platon propose lui aussi une dynamique mimétique dans sa composition à la genèse de l'Éros. De la même façon que le banquet mène
à l'éloge de Socrate et à travers lui de la philosophie. Donc il n'est pas d'amour véritable et authentique que par le long et difficile chemin qui mène à la sagesse. De la même façon, Don Quichotte mène à l'éloge de la création d'un Éros créateur. Don Quichotte sait le pouvoir du verbe, pas uniquement parce que les récits chevaleresques qui ont nourri son imaginaire, qu'il aime lire, donnent à la morne et pleine Manche comme une onde de vie qui bout dans une urne trop pleine, mais il sait surtout que son épopée ne peut prendre sens que si elle trouve son Homère, que si elle se donne à entendre et lire, que si le verbe la porte. De là sa volonté de redonner un nom à son cheval, à sa belle et à lui-même. De là aussi l'aspiration au début du roman qu'un poète, qu'un historien, un Aède en somme, disent les exploits de l'ingénieux Hidalgo. Heureux âge d'or et siècle béni qui vit imprimer mes glorieuses aventures. Aimant puissant donc que celui du livre, capable de magnétiser un lecteur, de l'hypnotiser tout autant que de créer un lien qui le maintient en suspension de lui-même et définitivement attaché à lui. Paradoxe également d'un roman qui ne nous met en garde contre la passion de lire qu'en faisant naître en nous cette même passion pour un livre. Le paradoxe de la lecture est aussi le paradoxe de l'amour. Et en ce sens, le Don Quichotte de Cervantes, s'il nous parle tant, si nous l'aimons tant, c'est qu'il incarne dans son corps de papier un prototype, le prototype de l'individu moderne qui répond à l'ère du vide, après avoir traversé l'ère du soupçon, en esthétisant son existence, afin d'y introduire une nécessaire mise en forme, une nécessaire formulation qui rende la vie aimable, en ce qu'aimer un être, un livre, c'est peut-être, de toutes ses forces, de tout son être, rendre le monde aimable. Lire et aimer, apprendre à lire vraiment, c'est sans doute apprendre à aimer authentiquement, en faisant des textes et des œuvres, celles que nous côtoyons ensemble aujourd'hui, des aimants permanents de nos vies, où peut s'évanouir le désir comme pulsion, pour que persiste l'amour comme parole. Mais précisément, Frédéric, c'est une question que se pose Freud dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Dans un paragraphe qui s'appelle « Sublimation », il a bien idée que la pulsion peut se trouver transformée, transmutée, métamorphosée dans la création, dans ce travail où le désir devient œuvré, où il s'humanise, mais il parle aussi du retour et de la persistance de la pulsion. Et lorsque nous rencontrons le verbe aimer, la question que nous pouvons nous poser est si aimer relève d'une expression, d'une pulsion, et on sait bien que la pulsion vise elle-même, on sait bien qu'elle est répétitive, qu'elle ne sort jamais de l'ornière d'elle-même. Est-ce que aimer relève d'une aventure, c'est-à-dire de la rencontre d'un espace autre? Autrement dit, s'embarquer pour s'y taire. Souvent Foucault dit de s'embarquer, dit du navire qui peut transformer quelqu'un. Au Moyen-Âge, les fous, la nef des fous, étaient placés sur des bateaux, puisque les bateaux se déplaçant finissaient par les modifier, confrontés à des paysages toujours nouveaux, inédits, comme pour les guérir de la répétition d'un fantasme ou d'une pulsion. Et la question qu'on pourrait poser, c'est si s'embarquer pour s'y taire, et souvent cette métaphore veut dire faire l'amour, transforme ceux qui s'embarquent ou les laisse inchangés dans l'expression toujours répétée du même, ce que nous avons dit du personnage de Don Quichotte.
Michel Foucault est un auteur précieux à cet égard, dans un texte que l'on trouve en ligne, qui s'appelle « Des espaces autres » ou encore « Hétérotopia », c'est le titre américain. Hétéros, autre, topos, le lieu. Ne faut-il pas, au terme de notre conférence, opposer désirer, désirer concernerait l'avoir, avidité, avoir un objet, puis encore le même, puis encore le même. Est-ce que aimer n'aurait pas à être dissocié, comme le fait Lacan, de désirer, aimer vise l'être, non pas sur le mode de l'avoir, mais sur le mode d'un échange de paroles qui finit par transporter, par transformer aussi ceux qui s'entreparlent. Et là, je vais donc en fin de parcours, sans me référer nécessairement à Foucault, qui fait le lien avec ce terme d'hétérotopie entre Cervantes, Velázquez, parce qu'il se trouve que le miroir des Ménines introduit un espace autre, un effet d'étrangeté, qui fait le lien aussi avec Borges, puisque chez Borges se trouve dans la bibliothèque des livres, et chaque livre est comme un espace autre qui fait une transformation, une transmutation de celui qui va lire le livre. Je vais revenir à Buñuel, et notamment, je veux dire que Lacan, grand amateur et commentateur des films de Buñuel, y compris dans son séminaire, apercevait dans les tout derniers Buñuel cette installation d'un conflit entre désiré, dans les derniers films de Buñuel, il y a celui qui désire, et celui qui ne veut pas donner d'amour, et un être qui parfois aime, tout en refusant d'être possédé par un être qui désire seulement et qui n'aime pas. Alors je vais faire référence à deux films, à Belle de jour. Belle de jour de Buñuel, celle qui fut abusée enfant et qui donc vit sa sexualité dans une indifférence et une frigidité, aime tendrement son époux, qu'il aime tendrement, mais il se trouve que c'est la pratique de la prostitution, donc Belle de jour, dans une maison de passe. Il se trouve qu'elle a rencontré d'une certaine façon son espace autre, son hétérotopie, puisque très paradoxalement, elle va s'épanouir désormais dans son couple, comme si avoir changé de lieu, comme si un ailleurs l'avait révélée à elle-même, désormais capable de parole. Ou encore, je vais me référer à cet obscur objet du désir, qui est le dernier film de Buñuel. Et il se trouve que celui qui désire sans parvenir à aimer va effectuer dans un train, référence ici à ce déplacement, à cette nef, à ce vecteur qui bouge. Il se trouve que là, il va mettre des mots sur cette impossibilité d'accéder à celle qu'il désire. Carlos Fuentes, dans sa préface, je crois que tu l'as ici, Frédéric, et tu peux le montrer à l'écran. Carlos Fuentes, dans sa préface au livre d'un psychanalyste, Fernando Césarman, propose une lecture qui fait écho à celle que Foucault fait de Don Quichotte. Si Don Quichotte est le héros du même, Don Matteo aussi. Don Matteo, dans cet obscur objet du désir, n'arrive pas à se faire autre. Je cite, et ceci sera notre conclusion, « Le désir trouve son obscur objet. Conchita se présente comme une et autre. Dans le film, elle est jouée par deux actrices. Don Matteo, prisonnier de l'univers socratique.
ne parvient pas à couper les nœuds compliqués du corset de la femme à l'aide de son épée phallique, il ne peut accepter que pour être à lui, Conchita exige que Don Matteo devienne lui aussi un autre. Il est incapable de transfiguration. Ce que Conchita demande à Don Matteo, c'est de l'amour. Et c'est lui qui refuse de donner le sien. L'objet du désir de Don Matteo est de posséder Conchita. L'objet du désir de Conchita est d'être autre pour être elle-même. Je suis moi, dit l'homme. Je suis autre, dit la femme. Et tu dois aussi être autre si tu veux être moi. L'authenticité du cinéaste se révèle dans la technique de la fin du film qui n'est jamais clos. Chez les derniers Buñuel, le récit inachevé, puisque le sens doit être pris en charge par le spectateur. Dans sa conscience et dans son imagination, lui-même doit faire un pas de côté, lui-même doit rencontrer un espace autre. Et donc je dirais qu'un film, comme un livre, peut être une invitation à aimer. Je vous remercie de votre attention. Je pense, Frédéric, que tu as lancé beaucoup de pistes vers les interventions de Christine, de Philippe et de Virginie. Il m'a semblé que j'ai lancé des pistes vers la transgression au cinéma telle que va la présenter Magali, et le flamenco d'une fatalité du désir que va proposer Laura. Merci. Merci.